Je m'appelle Clara. Je suis née dans un petit village de la campagne française, entourée de lavande, de pins frais et d'un ciel qui semblait toujours bleu avant la guerre. J'ai grandi parmi des frères bruyants, des collines verdoyantes et des histoires racontées à la lueur des bougies. C'était une vie simple et, pour cette raison, si précieuse. Quand la guerre éclata, je n'avais que 19 ans. Trop jeune pour comprendre les manœuvres politiques, mais assez vieux pour ressentir le poids des absences. Les hommes enrôlés, les femmes en pleurs dans les gares, les lettres arrivant avec des timbres tristes. C'était le début de la fin de la paix que nous avions connue. Et c'est dans ce scénario que j'ai rencontré Henri. Il n'était pas de mon village. Il venait de Lyon, avec un détachement de l'armée française qui utilisait nos collines pour s'entraîner secrètement. Je me souviens de la première fois que je l'ai vu. Il époussetait ses bottes avec la délicatesse de quelqu'un qui respecte le sol qu'il foule. Il portait son uniforme comme une armure. Mais son sourire... son sourire était tout simplement désarmant. Henri était différent. Il parlait peu, mais ses yeux exprimaient ce que les mots ne pouvaient exprimer. Nous avons commencé à discuter lors d'après-midi silencieux, au bord de la rivière, loin des regards du village. Il m'a parlé de sa petite sœur, de sa mère, couturière, et de son rêve d'ouvrir un jour une librairie. « Une librairie ?» demandai-je en riant. « Oui, un endroit où les gens peuvent oublier, l'espace d'un instant, que le monde est devenu fou. Nous sommes tombés amoureux comme on aime qu'en temps de guerre, vite, intensément, et avec l'urgence de ceux qui savent que le temps est un ennemi cruel. Nous échangions des lettres en secret. Il me laissait des mots parmi les meules. Je répondais avec des feuilles pliées en forme de fleurs. Nous vivions au milieu des mots, des sourires volés et des promesses que le monde ne permettrait peut-être pas de tenir. Jusqu'à ce qu'un matin nuageux, ils partent. Le détachement a été relocalisé. Ils ont promis de rester en contact. Et pendant un temps, nous l'avons fait. Leurs lettres arrivaient sporadiquement, mais chacune était un souffle de vie. Je les ai lues et relues jusqu'à les connaître par cœur. Mais ensuite, le silence. Aucun avertissement, aucune explication, aucune lettre. J'ai passé des jours à aller au moulin, espérant trouver un mot oublié. J'ai interrogé les quelques soldats qui passaient encore par le village. Personne ne savait où était Henri. Et c'est à ce moment-là, des mois plus tard, que j'ai reçu une lettre. C'était le sien. L'écriture, le papier, l'odeur, tout. Mais ce n'était pas comme les autres. C'était une lettre d'adieu. « Ma douce Clara, si vous lisez ceci, c'est que je ne peux plus écrire. La guerre m'a emmenée là où les mots ne peuvent pas m'atteindre. Ne pleurez pas pour moi. Vivez pour nous deux. À toi pour toujours, Henri. » Je me suis effondrée. La lettre arriva sans explication, sans date, sans cachet militaire. Juste l'enveloppe et le silence qui l'a suivi. Au village, on disait qu'il était probablement mort en mission, ou qu'il avait été capturé. On n'en serait jamais sûr. La guerre était ainsi faite. Elle posait des questions et les laissait sans réponse. Mais malgré la douleur, j'ai gardé cette lettre comme quelqu'un qui garde une relique. Henri était parti, ou du moins, c'est ce que tout le monde croyait. Les mois suivants furent comme une marche dans un rêve pesant, de ceux où l'on court sans bouger les pieds. Je me réveillais chaque jour en espérant que la lettre était une erreur, qu'une nouvelle allait arriver, qu'Henri était vivant, blessé peut-être, caché dans un camp de prisonniers, attendant une occasion de revenir. Mais rien n'est venu. Pas de nouvelles lettres, pas d'indices. La vie au village continuait. Les récoltes, désormais réservées aux femmes et aux personnes âgées, étaient lentes. La guerre avait ravi la jeunesse des rues. Les fenêtres étaient toujours closes. La peur rôdait comme un brouillard. Je me suis réfugiée dans le silence. J'ai fait du bénévolat dans la petite école qui fonctionnait encore malgré la pénurie. J'apprenais à lire aux enfants et j'essayais secrètement d'oublier les mots qui me torturaient. La lettre d'Henri était pliée dans un mouchoir que je gardais contre ma poitrine, sous mes vêtements, comme une prière. Et c'est à cause d'elle que j'ai failli devenir fou, parce que parfois, je jurais entendre sa voix. Je sentais son parfum dans des endroits inattendus. Je rêvais de ses yeux, de sa voix m'appelant « ma petite librairie ». C'était comme s'il était avec moi. Mais il ne l'était pas, et cela me brisait chaque jour. Un matin gris, j'ai trouvé ma mère assise à table, les yeux rivés sur une feuille de journal.
Elle ne disait rien. Elle me tendait simplement le journal. C'était une liste de morts non identifiées, retrouvées près de la frontière allemande. Le nom d'Henri n'y figurait pas. Mais ce n'était pas un soulagement. C'était juste une source d'incertitude supplémentaire. Ce jour-là, je suis allée à la rivière où nous avions l'habitude de discuter. J'ai pris la lettre. Je me suis assise sur la berge, pieds nus dans l'eau glacée, et je l'ai relue. Si vous lisez ceci, c'est que je ne peux plus écrire. Mais pourquoi aurait-il écrit une lettre d'adieu s'il avait encore le temps de l'envoyer? Pourquoi personne d'autre n'était-il au courant de sa mort? Pourquoi n'y avait-il eu aucune communication officielle? Aucun camarade du détachement? Aucune médaille? Aucune visite de l'armée? Aucune confirmation? Un doute commença à grandir en moi. Et si... Mais je me suis vite punie d'y avoir pensé. L'espoir, à cette époque, était un doux poison. C'est dans cet état que je suis restée pendant près de 2 ans, jusqu'à ce qu'un événement inattendu se produise. La guerre commençait à s'essouffler. Des rumeurs d'avancée des Alliés se répandirent dans le village. Les troupes allemandes commencèrent à abandonner leurs postes. Les hommes revinrent, un par un, blessés, muets, mais vivants. Et puis, une des filles du village, Camille, est arrivée en courant vers moi avec de grands yeux. « Clara, il y a des soldats français qui arrivent par la route du sud. L'un d'eux a dit qu'il connaissait Henri. » Mon corps se figea. Les mots n'avaient plus aucun sens. « Que... quoi ?» Il a dit qu'il s'était disputé avec Henri, qu'il l'avait vu, des mois après la date de la lettre. J'ai senti le sol tourner. Henri était... vivant? Camille hocha la tête. Selon lui, Henri a été capturé. Mais il n'est pas mort. Il a été emmené dans un camp de travail, et ensuite, plus personne n'a entendu parler de lui. L'Iran, pieds nus, dans la poussière de la route, le cœur battant comme un tambour. J'ai trouvé le soldat dans un camion garé devant l'église. Il était jeune, le visage marqué par le soleil et la fatigue. À mon approche, il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Tu es Clara ?»« Je suis. » Il prit une profonde inspiration. Henri parlait tout le temps de toi. Il disait qu'il rêvait de retourner dans un village qui sentait la lavande, où vivait une fille, aux yeux comme une rivière. J'ai pleuré sur le champ. « Est-il mort ?» Le soldat secoua la tête. « Je ne sais pas. La dernière fois que je l'ai vu, il était vivant. Mais ensuite, le train s'est séparé. Je n'ai plus jamais eu de ses nouvelles. Mais c'était suffisant. La lettre d'adieu n'était plus un point final. C'était juste une virgule. Et moi, j'irai chercher la vérité. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. J'étais assis près de la fenêtre de ma chambre, le carnet sur les genoux et son nom barré à chaque page. Henri, Henri, Henri. Comme un mantra, comme une prière. Le soldat avait dit qu'on l'avait vu vivant, qu'il parlait de moi, qu'il m'aimait encore. Mais où était-il maintenant? Le lendemain matin, j'ai pris le peu d'argent que ma mère avait épargné au prix de tant d'efforts. J'ai mis quelques vêtements dans un sac et je suis allée à la gare la plus proche. C'était fou, je le savais. Une femme seule, dans une période aussi incertaine, traversant le pays, en quête d'espoir. Mais je ne pouvais plus attendre. Je suis d'abord allée à Lyon. J'ai passé des jours devant l'ancien bureau de l'armée, à attendre quelqu'un qui pourrait m'aider. Beaucoup me regardèrent avec pitié, d'autres m'ignoraient. Mais un sergent âgé, peut-être touché par mon regard affligé, m'a donné un indice. Il existe des documents attestant qu'un soldat nommé Henri Giraud fut capturé en 1943 et envoyé dans un camp de travail du nord de l'Allemagne, le camp 7B, près de Fallingbostel. Un endroit hostile. Beaucoup y moururent, mais certains survécurent. Je les remerciai, les larmes aux yeux. Champ 7B, c'était le fil que je devais tirer. J'ai fait de mon mieux pour contacter des prêtres, des volontaires de la Croix-Rouge et des journalistes qui tentaient de dresser la liste des prisonniers libérés. Je lisais chaque nom, chaque prénom, avec anxiété, mais son nom était introuvable. Mais sur une liste de blessés transférés dans des hôpitaux de fortune à Strasbourg, il y avait un nom griffonné, à peine lisible, mais familier. Henri Giraud. Mon cœur s'est emballé. J'ai pris le train pour Strasbourg. Je suis allée directement à l'hôpital militaire. Un bâtiment rafistolé, avec des couloirs remplis de gémissements, d'odeurs de médicaments et de soldats, aux yeux vides.
J'ai montré mon nom à l'hôtesse d'accueil. Il a feuilleté les papiers, puis m'a regardé avec un soupir. Ce nom était là, mais il a été transféré dans un centre de réadaptation d'un village appelé Obernai, un monastère transformé en refuge. Je suis retournée à la gare, le cœur battant. Le village était petit, entouré de collines et de brouillard. Un endroit où le temps semblait s'écouler plus lentement. Et là, au sommet de la colline, j'ai aperçu le monastère. J'ai frappé à la porte avec des mains tremblantes. Une religieuse s'est occupée de moi, avec un regard bienveillant. « Puis-je vous aider ? Je cherche un homme, Henri Giraud. On dit qu'il est passé par ici. » Elle hésita, puis acquiesça. « Oui, il était là. Il est arrivé blessé, avec une forte fièvre. Il était très faible. Il n'a presque rien dit. Juste un nom, le vôtre. Tout mon corps tremblait. Où est-il ? Il est parti il y a 2 semaines. Il va mieux. On disait qu'il avait de la famille, à Paris. Il a fait du stop avec un groupe de rapatriés. Paris, c'est là que j'allais. » La religieuse me tendit un morceau de papier. Un mot, écrit d'une écriture pâle, mais lisible. « Si Clara vient ici, dis-lui que je n'ai pas abandonné, que je pense encore au moulin, à l'odeur de la lavande, que c'est toujours ma promesse. » J'ai pleuré là, devant la religieuse, le monastère, le monde. Il était vivant. Et maintenant, il me cherchait aussi. J'ai pris le train pour Paris, avec le cœur en feu. Parce que, pour la première fois depuis 2 ans, je ne transportais pas seulement des souvenirs. J'ai porté une direction. Je suis arrivée à Paris par un temps nuageux. La ville portait encore les stigmates de l'occupation. Façade criblée de balles, rue trop calme, sourire retenu. Mais il y avait quelque chose de nouveau dans l'air. Un espoir timide, comme des fleurs qui s'épanouissent au milieu des décombres. Je ne connaissais personne là-bas. Je n'avais ni adresse, ni certitude. Juste son nom, une ville immense et une foi qui me guidait. J'ai commencé par les églises. Des religieuses et des bénévoles aidaient à trier les soldats de retour. J'ai montré le mot à tous ceux que je croisais. « Henri Giraud ?» répétait-il sans cesse. « Quand 7B, il était à Obernai. On dit qu'il est venu ici. » La plupart secouaient dans la tête. D'autres me regardaient avec compassion. Mais personne ne savait. Jusqu'à ce qu'une infirmière s'approche d'une femme âgée qui servait une soupe chaude. « Henri Giraud, tu as prononcé ce nom ?» J'ai hoché la tête, presque essoufflée. J'ai travaillé au refuge pour anciens combattants de Montmartre. Je me souviens d'un Henri arrivé il y a quelques jours. Il était silencieux, blessé à la jambe. Il lisait tout le temps. Et il disait qu'il attendait quelqu'un. Mon cœur s'est emballé. Elle m'a donné l'adresse. Une simple maison d'hôte, près d'une vieille librairie. Je l'ai remerciée, presque incapable de marcher tant l'anxiété me gênait. J'ai couru dans les rues pavées, esquivant charrettes, vélos et gens qui ressemblaient à des fantômes ressuscités. Arrivé devant la pension, j'ai hésité. Et s'il n'était plus là ? Et si c'était un autre Henri ? Mais il y avait une partie de moi qui le savait. Je montais les marches de pierre. La propriétaire, une femme corpulente au tablier taché de farine, me salua avec méfiance. « Je cherche Henri Giraud. Est-il resté ici ?» Elle m'a observé un instant, puis a hoché la tête avec un léger sourire. « Chambre 3, 2e étage. Il n'arrête pas de poser des questions sur une certaine Clara. Il dit que si elle se montre, le monde reprendra son sens. Je l'ai escaladée comme quelqu'un qui escalade une montagne, les jambes tremblantes et l'âme en feu. J'ai frappé à la porte. 1 fois. Silence. 2 fois. Des pas lents s'approchèrent. La poignée de porte tourna. Et puis, lui. Henri, plus mince, mal rasé, l'air fatigué, mais vivant. Tellement vivant. Pendant un instant, aucun de nous deux ne parla. Nous nous regardâmes simplement, comme si toute la guerre s'était écoulée entre nous, à cet instant. Il porta sa main à sa bouche, comme s'il voulait tenir son propre cœur. « Clara ?» J'ai hoché la tête, mes yeux se remplissant de larmes. Il s'est approché lentement. Il a touché mon visage du bout des doigts, comme s'il avait peur que je disparaisse. « C'est vraiment toi ? Je le suis, et je n'ai jamais cessé d'être à toi. » Il m'a serré dans ses bras. Ce n'est pas comme si c'était la fin, mais comme quelqu'un qui, après avoir survécu à l'impossible, trouve enfin un foyer. Nous étions assis par terre dans sa chambre, comme 2 jeunes amoureux déchirés par la guerre.
Il m'a tout raconté. L'embuscade, le camp de travail, les mois sans nouvelles, la lettre d'adieu qu'il avait écrite alors qu'il pensait mourir. Il disait qu'il l'avait envoyée dans l'espoir qu'au moins je sache combien il m'aimait. Je ne voulais pas que tu attendes. Mais ensuite, j'ai survécu. Et je ne pensais qu'à te retrouver. Et te dire que j'existe toujours. Que je rêve toujours de notre librairie. Avec toi parmi les étagères, me lisant de la poésie. Nous avons pleuré ensemble. La ville pourrait être en ruine. Mais là, dans cette simple pièce, Paris respirait à nouveau. Cette nuit-là, nous sommes restés éveillés jusqu'à ce que le ciel s'éclaircisse, nous tenant la main comme si nous ne voulions jamais nous lâcher. Et pour la première fois depuis des années, j'ai dormi paisiblement, dans les bras de mon amour. Les jours qui suivirent, Henri et moi vivions comme si nous connaissions la valeur de chaque seconde. Nous marchions dans Paris tels deux survivants, redécouvrant le monde. La guerre nous marquait encore partout, mais pour nous, le simple fait d'être ensemble était un miracle. Nous avons discuté pendant des heures, comme si nous devions rattraper le temps perdu. Il m'a parlé de ses journées dans les champs, du froid qui lui brûlait les os, des voix qui s'éteignaient la nuit. Et moi, j'ai parlé du village, de la lavande qui poussait même après les bombardements, des lettres que j'écrivais, mais que je n'envoyais jamais. « Je lis tout le temps tes anciens livres », dit-il, comme si chaque mot était un fil qui me ramenait à la maison. Nous vivions dans la petite pension, mais nos yeux étaient tournés vers un avenir plus vaste. Un jour, en descendant la rue des Martyrs, nous nous sommes arrêtés devant une vieille librairie, fermée, aux vitrines poussiéreuses et aux étagères vides. Henri m'a serré la main. « C'est ici. »« Ici quoi ? Ici sera notre début. » J'ai tourné les yeux vers cette vitrine abandonnée. Et, à cet instant, j'ai tout vu. Les étagères pleines, la sonnette de la porte qui sonnait, les enfants qui couraient entre les allées. Moi, assise là, en train de lire à voix haute, lui organisant les livres, avec ce sourire tranquille. Nous avons utilisé les économies que ma mère m'avait données et le peu d'argent qu'Henri avait reçu comme soldat. Ce furent des semaines de dur labeur. Nous avons nettoyé, poncé, peint. Des amis du village nous ont envoyé des cartons de vieux livres. Des bénévoles de la Croix-Rouge nous ont aidés à trier les disques, les auteurs, les couvertures usées. Chaque titre avait une histoire. Et maintenant, la nôtre aussi. Le jour de l'inauguration, la ville était encore en deuil. Mais la file d'attente devant notre porte exprimait autre chose. Une soif de beauté, une soif d'histoire, une soif de nouveau départ. Nous avons appelé la librairie Promesse. Personne n'avait besoin de demander pourquoi. Là, entre livres et regards complices, nous avons créé une nouvelle maison. Les enfants du quartier venaient écouter des histoires. Les jeunes couples s'arrêtaient pour acheter de la poésie. Les veuves trouvaient du réconfort dans les pages de romans d'amour. Et nous étions guéris à chaque client, à chaque rire, à chaque livre remis à sa place. Mais la paix n'était pas parfaite. Henri faisait encore des cauchemars. Parfois, il se réveillait en sueur, criant les noms des soldats jamais revenus. D'autres fois, il restait assis en silence pendant des heures, regardant par la fenêtre, comme s'il attendait que la guerre revienne le chercher. Je n'ai rien demandé. Je lui ai juste tenu la main. Un soir, il m'a ramené dans la chambre de la pension, où nous nous étions retrouvés. Elle était vide maintenant. Nous n'y habitions plus. Mais il y avait un mot collé sur la porte. Ici, 2 cœurs battent à nouveau. Il m'a tendu une petite boîte en velours. Clara, j'ai survécu à la guerre, au camp, au froid, à l'oubli, mais je ne peux pas survivre à l'idée de te perdre à nouveau. À l'intérieur de la boîte se trouvait une simple bague avec une inscription gravée à l'intérieur. Je suis toujours ta promesse. J'ai dit oui sans hésitation. Nous nous sommes mariés à l'église du village, entourés de lavande et d'amis. Ma mère a pleuré, Henri a tremblé, et lorsque nous avons échangé nos vœux, les mots sont sortis simples, mais chargés de tout ce que nous avions vécu. « Tu es ma maison », murmurai-je, même quand le monde s'effondre. Il répondit avec les yeux larmoyants. « Et tu es ma raison de recommencer. La guerre a essayé de nous achever, mais à la fin, c'est nous qui avons gagné. Avec amour, avec espoir, avec une librairie appelée Promessa. La librairie est devenue plus qu'un simple abri pour les pages. C'est un lieu de rencontre pour les âmes blessées. D'anciens soldats s'y arrêtaient
pour échanger des mots, en silence. Des femmes déposèrent des lettres sur les étagères, espérant qu'un jour leurs amours disparus viendraient les chercher. Comme si, en ce lieu, la guerre pouvait encore être réinterprétée. Henri conservait chacune de ces lettres. Derrière le comptoir, nous avions une boîte appelée « Ceux qui attendent ». Elle était toujours pleine. Certaines étaient adressées aux morts, d'autres aux vivants, jamais revenus. Mais elles avaient toutes un point commun. Elles étaient écrites avec espoir. C'est un jour d'automne, alors que nous organisions un nouvel envoi de livres en provenance de Lyon, qu'Henri rencontra quelque chose qui le paralysa. « Clara, viens voir ça !» Il tenait une enveloppe jaunie, sans adresse de retour, sans timbre, juste un mot au centre. « Au revoir, c'est la lettre que je t'ai envoyée », murmura-t-il. « La lettre d'adieu, celle que j'ai écrite à la campagne, pensant ne plus revenir. J'ai pris la lettre avec précaution. C'était elle. La même écriture, le même ton, mais elle était entière, nouvelle, comme si elle n'avait jamais été envoyée. Mais comment est-elle arrivée ici ? Henri était assis derrière le comptoir, regardant l'enveloppe comme s'il regardait dans un miroir du passé. « C'est un coéquipier qui l'a livrée. Je savais que tu allais être transféré hors du terrain et je ne voulais pas que tu attendes. Mais j'ai reçu la lettre. Tu t'en souviens ?» Il fronça les sourcils. « Oui, mais celui-ci est l'original. Celui-là était une copie. J'en ai écrit 2. Celui-ci était le premier, le vrai. À l'intérieur, il y avait plus que ce dont nous nous souvenions. Il y avait des mots qu'il n'avait pas le courage de répéter à l'autre. Si tu reçois cette lettre et que, pour une raison quelconque, je ne meurs pas, sache que je passerai le reste de ma vie à essayer de te retrouver. » J'ai pleuré. Henri m'a tiré contre lui, doucement. Je n'ai jamais cessé d'essayer. Même quand tout me disait que c'était impossible, nous avons conservé la lettre dans la boîte, ceux qui attendent. Mais pas avec les autres. Nous l'avons placée dans un petit cadre en verre, avec une plaque en dessous. La lettre qui est revenue, même sans connaître le chemin. Au fil du temps, des gens ont commencé à nous solliciter pour entendre notre préhistoire. Des journalistes, de jeunes écrivains et même des vétérans. Ils voulaient faire savoir comment l'amour pouvait survivre à la guerre, à la distance et à l'incertitude. J'ai toujours dit, nous avons survécu parce que nous avons continué à écrire, même quand nous ne savions pas si l'autre était encore en vie. Henri dit quelque chose de plus simple. Nous avons survécu parce qu'elle n'a jamais cessé de croire en moi, et moi, en elle. Nous avons commencé à organiser des après-midi de lecture de vieilles lettres. Les gens donnaient leur correspondance de guerre, et nous leur donnions la parole. Une voix pour ceux qui étaient partis, une voix pour ceux qui étaient restés, une voix pour ceux qui attendaient encore. La librairie se remplissait à chaque lecture. Et un de ces après-midi, un vieux monsieur, portant un chapeau usé, s'est approché de moi, les larmes aux yeux. « Madame Clara, votre lettre a sauvé mon petit-fils. Il a lu votre histoire alors qu'il pensait abandonner. Et maintenant, il est là, vivant. » Le garçon qui n'avait pas plus de 20 ans m'a serré fort dans ses bras. Il m'a dit qu'il avait servi comme secouriste volontaire en Allemagne et qu'après avoir lu notre histoire dans un journal, il avait décidé de vivre pour raconter la sienne. Henri resta silencieux un instant. Puis il dit « Alors tout cela en valait la peine. C'est là que j'ai compris. Les mots que nous avons écrits pendant la guerre n'étaient pas seulement pour nous. C'étaient des graines. Et maintenant, elles fleurissaient dans d'autres cœurs. » Au fil des ans, la librairie Promessa est devenue un refuge non seulement pour les lecteurs, mais aussi pour les histoires oubliées. Lettres, photos, notes, médailles. On y laissait de petits fragments de vie, comme pour y planter des souvenirs. Et Henri, avec sa patience habituelle, cataloguait tout dans une grande boîte en bois, intitulée « Souvenirs de guerre ». Mais je savais qu'il y avait un souvenir qui l'évitait encore, le camp de prisonniers. Il n'en parlait jamais. Il disait simplement que il fut un temps où le temps n'existait pas. Quand on lui parlait des camps, il détournait le regard, jusqu'au jour où le passé était venu frapper à notre porte. Littéralement, c'était un homme grand et âgé, aux yeux enfoncés et à la voix rauque. « Je cherche Henri Giraud. » Henri le reconnut avant même qu'il ait fini sa phrase. « Lucien,
Ils s'étreignirent comme des frères ayant survécu au même incendie. Lucien avait été son compagnon de cellule au camp. Il fumait des cigarettes roulées dans du papier journal et récitait des vers pour apaiser la douleur. Nous le pensions mort. J'ai fui juste avant la libération. J'étais en Suisse, puis en Espagne. Mais quand j'ai appris que tu étais en vie, j'ai dû venir. Ils sont restés assis des heures dans notre cuisine, comme si le temps n'existait pas. Ils ont parlé de ceux qui étaient décédés, de ceux qui étaient devenus fous, des promesses faites à l'article de la mort. Et c'est là, en écoutant en silence, que j'ai compris ce qu'Henri avait gardé en lui si longtemps. Lucien m'a dit quelque chose qu'Henri n'a jamais eu le courage de me dire. Il a failli mourir à cause de moi. Quand les gardes ont découvert que je cachais du pain, ils ont voulu m'exécuter. Henri s'est porté volontaire pour endosser la responsabilité. Il a passé une semaine dans le froid. Il a failli perdre un pied. Mais il m'a sauvé. Henri essaya de rire. Je n'ai pas fait plus que ce que j'aurais dû. Mais ses yeux disaient autre chose. Ce soir-là, après le départ de Lucien, je me suis assise à côté de lui sur le canapé. Nous étions assis en silence, écoutant le vent souffler contre la fenêtre. « Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ?» Il prit une profonde inspiration. « Parce que je voulais que tu te souviennes de moi comme de l'homme qui rêvait d'une librairie, pas comme de l'homme qui a failli mourir sur une banquise. J'ai touché ta main. Je les aime tous les deux, celui qui rêve et celui qui a survécu. J'ai embrassé tes cicatrices, chacune d'elles, physique et invisible. » Le lendemain, il déposa une nouvelle boîte à la librairie, une vitrine contenant des objets appartenant à d'anciens prisonniers, une photo de lui et Lucien, un morceau de la couverture qu'ils utilisaient au camp, et une phrase « Parce que ce souvenir est la façon la plus profonde de vivre. » Et les jeunes qui venaient à la librairie ne se contentaient pas de lire. Ils pleuraient, ils restaient silencieux. Ils apprenaient que l'amour et la douleur peuvent cohabiter. Nous avons commencé à recevoir des invitations pour raconter notre histoire dans les écoles. Henri hésitait toujours. Il disait ne pas être orateur. Mais lorsqu'il commença à parler, personne ne bougea, pas même les plus agités. « Je ne suis pas un héros, » dit-il. « Mais je suis la preuve que l'amour peut durer même lorsque l'âme pense qu'il ne le peut plus. » Un jour, après l'une de ses conférences, un jeune étudiant s'est approché de moi. « Clara, mon arrière-grand-mère était infirmière dans un camp. Elle lisait les lettres à voix haute aux prisonniers. Elle disait que l'une d'elles parlait toujours d'une fille qui sentait la lavande. C'était toi ? Sourire. Peut-être. S'il lisait de la poésie et voulait ouvrir une librairie, alors oui, c'était moi. La fille m'a serré dans ses bras. Merci de ne pas l'avoir abandonnée. Il ne m'a pas abandonnée non plus. Cette nuit-là, quand nous avons fermé la promesse, Henri m'a regardée différemment. Clara, j'ai l'impression que le temps change. Comme ça ? Je ne sais pas. Mais je voulais te demander quelque chose. Parti. Si un jour je ne suis plus là, continuez à me le dire. Tu ne vas nulle part, Henri. Nous partons tous, mon amour. Mais les histoires, elles restent. Et la nôtre a encore beaucoup à raconter. Les vents ont commencé à souffler différemment au début de cet hiver. Henri marchait plus lentement. Son regard semblait plus lointain, comme s'il percevait une époque au-delà de celle que nous vivions. Il souriait toujours, rangeait toujours ses livres, lisait toujours aux visiteurs de la librairie. Mais il y avait une pause dans sa voix, une lassitude inexprimable. La veille de Noël, nous avons organisé une lecture spéciale. Le magasin était rempli de bougies. Les enfants étaient assis par terre. Les adultes, les larmes aux yeux, écoutaient Henri réciter une vieille lettre d'un soldat à sa fiancée. C'était la lettre d'un jeune homme jamais revenu, mais qui parlait avec tant de tendresse qu'on aurait dit qu'il était toujours là, parmi nous. Après avoir lu, Henri m'a pris à part. « Clara, aujourd'hui j'ai lu la dernière lettre. Comme ça, je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'avais l'impression d'avoir accompli ce que j'étais venu faire. Ne parle pas comme ça, Henri. » J'essayais de sourire, essayant de me débarrasser de la boule qui se formait dans ma gorge. Il m'a serré dans ses bras. « Je t'aime comme le premier jour où j'ai entendu ton nom murmuré par le vent du village. S'il arrive quelque chose, souviens-toi de ça. » Je me suis endormie en le serrant dans mes bras cette nuit-là, et j'ai rêvé de chants de lavande, de nos conversations au bord de la rivière, du premier contact de ses mains dans les miennes.
Mais le lendemain matin, je me suis réveillée seule. Henri était parti tôt. Il avait simplement laissé un mot sur la table. « Je suis allée au moulin. J'ai besoin de retrouver l'odeur de ton enfance. » Je courus vers lui, le cœur battant. Le moulin, désormais en ruine, avait toujours le même bruit du vent, la même odeur de bois mouillé. Et il était là, assis au bord du petit pont, regardant le courant. « Je pensais que tu dormais encore, » dit-il en me voyant. « Et j'ai cru t'avoir encore perdu. » Il m'attira contre lui, m'enveloppa dans son manteau. Nous restâmes silencieux. « Promets-moi quelque chose » murmura-t-il. « Tous, continue d'écrire, même si un jour tu dois écrire seul. » « Henri, » il m'a regardé dans les yeux. « Nous n'avons aucun contrôle sur le temps, Clara. Mais nous avons le contrôle sur ce que nous y laissons. » Nous sommes rentrés à la maison, main dans la main, l'âme légère, et un froid qui semblait nous traverser. Ce soir-là, il a préparé du thé, lu un extrait d'un nouveau livre, et m'a embrassée comme la première fois. 3 jours plus tard, je me suis réveillée avec le soleil envahissant la pièce, et un étrange silence. Henri ne respirait plus. Il est parti, en dormant. Aucune douleur, aucun avertissement. Je viens de partir. Le monde, pendant un instant, s'est arrêté de tourner. Je n'ai pas pleuré tout de suite. J'ai pris sa main encore chaude et je l'ai serrée comme quelqu'un qui retient le temps. Puis je me suis levée et je suis allée à la librairie. J'ai pris le carnet où il écrivait des phrases pour moi chaque dimanche. Le dernier était là, comme un murmure laissé par l'éternité. Quand la dernière page arrive, ne ferme pas le livre. Continue d'écrire. C'est ainsi que je vivrai en toi. La veillée funèbre était simple. Une rangée de lecteurs, d'amis, d'anciens soldats, d'enfants adultes. Chacun avait apporté quelque chose. Un livre, une lettre, un souvenir. J'ai glissé la lettre d'adieu originale dans sa poche. Celle qu'il avait écrite sur le terrain. Et la bague qu'il m'avait offerte, avec l'inscription « Je suis toujours ta promesse », est restée gravée en moi. À jamais. Les jours suivants, la douleur était insupportable. Mais il y avait autre chose, une présence. Henri était là, dans chaque recoin de la librairie, dans la sonnette de la porte, dans l'odeur des vieux livres, dans le rire d'un enfant écoutant une histoire. Et puis, j'ai décidé, je ne fermerai pas la librairie. Cela n'effacerait pas votre mémoire. J'écrirai, pour moi, pour lui, pour tous ceux qui attendent. J'ai commencé un nouveau carnet. Sur la première page, j'ai écrit « Henri est parti ». Mais notre histoire a encore beaucoup à raconter. Les mois qui ont suivi ont été comme vivre avec la moitié de mon corps sur terre et l'autre au paradis. L'absence d'Henri était parfois flagrante, parfois subtile. Parfois, je me surprenais à préparer une tasse de thé supplémentaire ou à ranger un livre qu'il aurait adoré lire. Et puis, je me souvenais, il n'était plus physiquement là, mais bon, il n'était jamais vraiment parti. J'ai gardé la librairie ouverte tous les jours. Les lecteurs continuaient à affluer, certains par habitude, d'autres par curiosité, et beaucoup par amour. Nous entendions de tout, des demandes de conseils amoureux, des confessions de nostalgie, des récits de guerre, des notes laissées sur les étagères. Et dans chaque coin, Henri vivait. J'ai commencé à écrire notre histoire dans de grands carnets reliés en cuir. Non pas en tant qu'écrivaine professionnelle, mais en tant que femme qui avait besoin de la raconter. J'ai écrit sur notre village, le moulin, le mot au monastère, la lettre d'adieu, les retrouvailles à Paris. J'ai écrit pour ne pas oublier et pour que personne n'oublie. Un éditeur local a entendu parler de moi et est venu nous rendre visite. Il a lu quelques extraits et, les larmes aux yeux, a demandé s'il pouvait les publier. Seulement si c'est pour que plus de gens apprennent que l'amour ne s'arrête pas avec la guerre, répondis-je. Le livre est sorti sous le titre « Promesse, lettre à Henri ». Et là, quelque chose d'inattendu s'est produit. Des lettres ont commencé à arriver de diverses régions de France, d'autres pays. Des gens racontaient comment notre histoire leur avait donné du courage. Des femmes qui attendaient la main leur mari disparu. Des enfants qui n'avaient jamais connu leur père. Des soldats revenus muets avaient trouvé du réconfort entre les pages. Je me souviens particulièrement d'une lettre d'Allemagne, d'une dame nommée Anneliese, Clara. Je n'étais qu'une petite fille quand la guerre a éclaté.
Aujourd'hui, je suis vieille, mais je me souviens encore du son des sirènes. Ton histoire m'a rappelé ce qu'il y a d'humain en nous. Merci de ne pas haïr. Merci d'aimer. Et à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose qu'Henri avait toujours su. L'amour écrit ne se perd pas dans le temps. Il voyage, il touche, il guérit. J'ai créé une nouvelle aile dans la librairie, un petit musée du souvenir, avec des extraits de lettres, des objets de guerre, des portraits. Nous l'appelons le coin de ceux qui aiment, un lieu pour ceux qui ont perdu, pour ceux qui ont attendu, pour ceux qui ont retrouvé quelqu'un. Paul, notre plus jeune assistant, était passionné de livres et débordait d'idées. Un jour, il m'a regardée et m'a dit « Madame Clara, et si on créait un jour par an juste pour lire les lettres, pour se souvenir ?» Et c'est ainsi qu'est né le jour de la promesse. Chaque année, à la fin du printemps, lecteurs et visiteurs se réunissaient sur la place devant la librairie. Chacun lisait une lettre. Certaines étaient des lettres d'amour, d'autres des lettres d'adieu. Certaines étaient pleines d'espoir, d'autres encore étaient déchirées par la douleur. Mais tout humain. La 3e année de cet événement, une dame aux cheveux blancs et à la voix ferme lut une lettre que son mari avait écrite pendant la guerre. Il ne revint jamais, mais elle n'avait jamais aimé un autre homme. « La guerre m'a pris mon amour, » dit-elle. Mais l'amour m'a gardé en vie. Toute la place devint silencieuse. C'est ce jour-là que j'ai réalisé. Notre histoire n'était plus seulement la nôtre. Henri avait semé des graines dans tant de cœurs. Et maintenant, elles fleurissaient. Je suis retournée au cahier et j'ai écrit « Il m'a appris que les promesses ne sont pas faites pour lier, mais pour se souvenir. Et je m'en souviens, Henri, chaque jour. » Et quand la librairie fermait le soir, avec l'odeur des livres et le silence des couloirs, je murmurais « Bonne nuit, mon amour. Où que tu sois, je suis toujours ta promesse. » Aujourd'hui, j'écris ces mots, les cheveux blancs et les mains marquées par le temps, assise dans le même fauteuil où Henri me lisait les nuits froides. La librairie existe toujours, plus calme, plus chargée de souvenirs. Les sonnettes de la porte résonnent encore, même si elles sont moins fréquentes. Paul, le jeune homme qui nous aidait autrefois, est maintenant propriétaire de Promessa. Il prend soin de chaque détail, comme s'il prenait soin de nous. De temps en temps, il s'assoit à côté de moi avec un nouveau manuscrit, me demandant mon avis, ou simplement pour lire des extraits de ce que j'ai écrit il y a tant d'années. « Que puis-je faire d'autre pour elle, Madame Clara ?» demanda-t-il un jour. « Garde-la en vie, Paul. Pas pour les livres, mais pour les histoires. » Dans un coin de la librairie, il y a une étagère spéciale. On y trouve tous nos cahiers. Mes lettres à Henri, les siennes à moi. La lettre d'adieu originale, le cadre avec la phrase, la lettre qui est revenue, même sans connaître le chemin. Et à côté, un petit banc. Beaucoup de gens s'y assoient sauches juste pour le sentir. La journée des promesses a toujours lieu chaque année. Les enfants amènent désormais leurs grands-parents écouter les histoires. Les jeunes qui n'ont jamais vécu la guerre lisent les lettres comme s'ils voyageaient à travers les siècles. Et à chaque nouvelle lecture, je sens Henri sourire quelque part, là où mes yeux ne peuvent plus atteindre, mais que mon cœur reconnaît encore. Un jour, j'ai reçu la visite d'une jeune femme venue d'Angleterre. Elle apportait avec elle une boîte contenant des documents, de vieilles photos et une lettre. Cette lettre a été retrouvée parmi les affaires de mon grand-père, dit-elle. C'était un médecin de guerre, et il a sauvé un Français grièvement blessé qui répétait sans cesse le nom de Clara. Il disait qu'elle était sa force, son foyer. J'ai ouvert la lettre avec des mains tremblantes. C'était une lettre qu'Henri avait écrite, mais qu'il n'avait jamais eu l'occasion de me donner. Elle datait de l'époque où il était encore à Strasbourg, avant le monastère. Les mots étaient crus, désespérés, mais néanmoins empreints d'amour. « Mia, je ne sors pas d'ici. Sache que chaque battement de mon cœur était marqué par ton nom, que la douleur n'en valait la peine que parce qu'elle me rappelait toi, et que, même sans me voir, tu m'as guéri. » J'ai fermé les yeux et pris une grande inspiration. Henri me laissait toujours des morceaux de lui-même. Même après tout ce temps, je suis rentrée chez moi ce soir-là. J'ai pris un nouveau carnet et j'ai commencé à écrire. Pas pour moi, pas pour lui, mais pour elle, ma petite fille. La fille de Paul,
qui m'appelle grand-mère Clara de la Promesse. Je veux qu'elle sache qu'il y a eu une guerre, qu'elle a tenté d'effacer les gens, les rêves, les sentiments, mais que l'amour était plus tenace, qu'il a survécu dans des notes cachées, dans de vieux livres, dans des mains tenues dans l'obscurité, et que ton arrière-grand-père était un homme qui m'a appris que les promesses n'ont pas besoin d'être parfaites. Il faut juste qu'ils soient vraies. Aujourd'hui, en regardant le ciel au-dessus du village, je sens qu'Henri est là, peut-être parmi les étoiles, peut-être dans les feuilles qui dansent au vent, peut-être dans les mots qui me viennent quand je ferme les yeux. Mais je suis sûre d'une chose, il m'a promis qu'il ne me quitterait jamais, et il n'est jamais parti. La librairie appartient désormais au monde, mais mon histoire appartient toujours à nous deux. Et si vous qui lisez ces mots maintenant avez déjà perdu quelqu'un, sachez ceci, le véritable amour ne finit jamais. Il change de place, mais jamais volontairement.